Alors, bienvenue à cette petite session de formation point d'actualité sur le thème de la sécurisation des relations commerciales et en particulier sur les conditions générales de vente, qu'elles soient entre particuliers ou ou à destination de professionnels. C'est un sujet qui est un sujet en général permanent pour tout vendeur ou prestataire de services. Et on va examiner ce sujet aujourd'hui de manière assez transversale en évoquant d'abord à quoi elles servent, pourquoi elles sont pensées, les conditions générales de vente, parce que c'est pas juste un document qu'on est contraint de faire à un instant T, mais qu'elles doivent être réfléchies et faire partie de la stratégie commerciale d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les mentions qui sont obligatoires, celles qui sont facultatives, celles qui sont interdites, puisqu'on a un contenu qui est quand même partiellement réglementé et qui doit faire l'objet d'attention pour assurer sa pleine efficacité. On verra également les obligations de communication et d'opposabilité, parce que si on rédige des CGV, c'est pour pouvoir s'en servir et pour pouvoir s'en prévaloir face à des partenaires commerciaux ou à des clients qui seraient indélicats. On verra rapidement aussi les spécificités en matière de e-commerce et on aura quelques propos conclusifs et éventuellement des questions si vous en avez. N'hésitez pas d'ailleurs pour ceux qui nous suivent en visio à mettre des questions dans le chat si vous en avez. J'essaierai d'y répondre en fin de présentation. Voilà. Je vous propose donc de démarrer par à quoi servent les conditions générales de vente. Alors, les conditions générales de vente, c'est ce qu'on appelle le socle de la négociation commerciale. C'est la base à partir de laquelle un futur client, qu'il soit professionnel ou consommateur particulier, va choisir de contracter avec vous. C'est aussi un contrat qu'on dit d'adhésion. Le contrat d'adhésion, c'est un contrat qui se caractérise par trois choses. Le fait qu'il soit non négociable, déterminé à l'avance et qu'il soit établi par une seule des parties. Donc c'est un contrat un petit peu particulier puisque d'ordinaire, on a tendance à dire qu'un contrat, ça se négocie. C'est pas le cas des conditions générales de vente. C'est donc un contrat d'adhésion dans le sens où le commerçant décide d'imposer ses conditions de vente à l'avance, à charge pour son futur client, de les accepter sans les négocier. On verra après pourquoi, dans ce cas-là, c'est parce que c'est un contrat d'adhésion qu'il y a un certain nombre d'obligations de transparence, d'information à la charge du commerçant, puisque par définition, le client, lui, ne peut pas adapter les clauses à sa situation particulière. C'est aussi un document qui doit être écrit, puisque on verra tout à l'heure, il y a une obligation de communication, donc pour communiquer quelque chose, il faut que ce soit matérialisé quelque part. L'écrit peut être évidemment physique ou dématérialisé, donc ça peut figurer sur un bon de commande, sur des devis, sur le site internet. Euh, Évidemment, c'est pas un document qui a vocation à être écrit par exemple sur des factures. C'est un document précontractuel comme on verra. Donc ça veut dire que ça doit figurer en amont, pardon, de la relation commerciale. Et puis, les conditions générales de vente, c'est en réalité l'encadrement des relations commerciales entre professionnels ou à destination des particuliers, tant en matière de vente qu'en matière de prestation de services. On dit par abus de langage, on dit toujours CGV, mais ça ne s'applique pas qu'à la vente d'un produit, qu'il soit d'ailleurs produit physique ou produit dématérialisé. On verra qu'il y a des adaptations aussi de la législation et des adaptations réglementaires pour prendre en compte la vente de produits dématérialisés. C'est aussi un encadrement des relations commerciales en matière de prestation de services. Donc aujourd'hui, quand je parlerai de CGV, je parlerai de conditions générales de vente et de prestation de services de manière générale. Bien évidemment, on ne se restreint pas à la vente de produits matériels. Alors, quels objectifs sont poursuivis
par les conditions générales de vente. Pourquoi est-ce qu'on les établit? Les objectifs des conditions générales de vente, ils sont nombreux. Il appartient aux commerçants de s'assurer de 4 choses. La première chose, que le client soit, en particulier si c'est un client consommateur, mais aussi, ça s'applique aussi quand le client est un professionnel. L'objectif poursuivi dans la rédaction des conditions générales de vente, c'est que le futur client doit interpréter correctement ces CGV. Donc, elles doivent être accessibles et lisibles. Il faut que l'on puisse démontrer, lorsque l'on veut appliquer des conditions générales de vente, par exemple dans le cadre d'un litige, que les CGV étaient correctement lisibles et accessibles. Les 4 points qui s'affichent à votre écran se sont posés très récemment dans un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble d'avril 2022, où on avait un conflit d'application de CGV, puisqu'un consommateur indiquait qu'il ne les avait pas bien reçus, pas bien compris, etc. Donc la Cour d'appel de Grenoble a été amenée à repréciser les contours des objectifs poursuivis par les conditions générales de vente. Et en particulier sur l'interprétation, elle a estimé qu'à partir du moment où une clause était en gras, détachée du reste et très apparente, qu'elle était forcément applicable, puisque comme elle se détachait, le consommateur, le client, le futur client, n'aurait pas pu passer à côté. Parce qu'effectivement, il faut comprendre les CGV, puis il faut forcément bien les avoir vus. Il ne faut pas passer à côté. Et les clauses doivent être rédigées de manière claire. C'est notamment le cas, la Cour d'appel avait eu à statuer sur le fait de savoir si la clause relative à la loi applicable et à la juridiction compétente, en l'occurrence les juridictions de Grenoble, lui étaient applicables, et à partir du moment où la clause était rédigée de manière claire, il y avait une clause qui disait article X, loi applicable et juridiction compétente, le client ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas compris. En parlant justement de compréhension, l'objectif des CGV, c'est aussi de démontrer que le client a compris ce à quoi il s'engageait. Il faut démontrer que le client a une prise de conscience, qu'il s'engage à respecter et à appliquer les conditions générales du vendeur auprès duquel il achète son produit ou il commande une prestation de service. Et c'est la raison pour laquelle la Cour d'appel de Grenoble avait estimé que la phrase qui figure sur le bon de commande indiquant « bon de commande soumis aux conditions générales de vente figurant au verso que le client accepte expressément et après en avoir pris connaissance » est suffisante pour démontrer que le client qui a signé le bon de commande a également compris que les conditions générales de vente lui étaient applicables. Et à ce propos, il faut justement démontrer aussi que le client les a acceptés formellement. Donc il doit y avoir une action positive, c'est un aspect extrêmement important dans les process commerciaux de vente ou de prestation de service, c'est qu'il faut avoir une action positive de la part du client pour démontrer qu'il a accepté les conditions générales de vente. Donc par exemple, le fait de signer ou le fait de parapher tend à démontrer que les CGV sont connus. Alors, il arrive souvent qu'en pratique, on ait le devis sur le recto et les conditions générales de vente sur le verso. Et on ne pense pas toujours à faire signer le verso. Dans ce cas-là, la recommandation, c'est de s'assurer que sur le recto, lorsque dans l'encart où il est prévu la signature du client pour valider la commande, qu'il y ait également la phrase, par exemple celle qui s'affiche à l'écran, bon de commande soumis aux conditions générales de vente figurant au verso que le client accepte expressément après en avoir pris connaissance. La jurisprudence, qui est amenée à statuer quand même régulièrement sur le sujet, confirme qu'à partir du moment où cette mention figure au recto signé par le client, dans ce cas-là, le client ne peut pas dire qu'il n'en avait pas pris connaissance, même si le verso n'est pas signé ou paraphé de ses soins.
Alors, évidemment, s'il est signé ou paraphé de ses soins, c'est encore mieux. Et on peut que recommander pour ceux qui font signer des bons de commande papier. En revanche, pour ce qui est de... Souvent, on les adresse par voie électronique. On verra plus tard. Dans ce cas-là, il faut quand même le prévoir sur le bon de commande et les annexer dans l'email, annexer systématiquement les conditions générales de vente et les transmettre pour pouvoir justifier après qu'elles ont été acceptées puisqu'elles ont été transmises. Donc, les conditions générales de vente, c'est un document précontractuel qui est essentiel et qui a un impératif de clarté et de visibilité. Donc, il appartient aux commerçants de rédiger donc, ces conditions générales de manière intelligible et facilement accessible, parce que lorsqu'il y a une difficulté d'interprétation, en particulier avec un consommateur, les clauses sont le plus souvent, en jurisprudence, interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur. Parce que c'est un contrat d'adhésion, ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que ce contrat ne soit pas négociable, qu'il soit imposé par le commerçant, mais nécessairement, lorsqu'il y a une difficulté, on va considérer que le consommateur est la partie faible, et en tant que partie faible, les clauses vont s'interpréter de manière générale plutôt en sa faveur si elles ne sont pas claires. D'où l'impératif de clarté dès le départ pour qu'il n'y ait pas de préjudice pour le commerçant. On pense en particulier aux délais de livraison, aux conditions de retour, ce genre de choses. C'est ce genre de clause qui pose en général le plus de difficultés. Point d'attention également avant de rentrer dans le contenu même des conditions générales de vente. N'allez pas copier les conditions générales de vente d'un autre commerçant. Le plagiat de conditions générales de vente est évidemment interdit et c'est considéré en jurisprudence comme du parasitisme économique. C'est une notion importante parce que ces documents-là, les conditions générales de vente, ça requiert un travail de la part du commerçant, de la part de l'entreprise qui les établit, en copiant le travail de quelqu'un d'autre et donc en économisant le temps passé à les rédiger, on se procure ce qu'on appelle un avantage indu au préjudice d'un autre concurrent, d'un concurrent. Et dans ce cas-là, ça peut faire l'objet de poursuites, en tout cas, ou alors même si vous constatez que vous avez passé du temps à rédiger vos CGV, que vous les retrouvez copiés sur le site ou dans les bons de commande d'un partenaire économique, d'un concurrent, bah vous avez une action. Pardonnez-moi. Vous avez une action sur le fondement de la concurrence déloyale et en particulier du parasitisme économique. Donc, vous pouvez trouver des trames assez standards sur Internet, notamment sur les sites du gouvernement. Il y a des modèles. Tout l'intérêt d'un modèle, c'est de l'adapter à son activité, de retranscrire exactement comment on vend ses produits, comment on vend ses prestations de services. L'intérêt des CGV, c'est d'adapter son processus de commande, son processus commercial. Donc, le plagiat, il n'est pas forcément pertinent parce que d'une part, vos conditions de vente ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles de vos concurrents, mais en plus, vous risquez une poursuite pour parasitisme économique, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Donc voilà, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'on doit mettre dans des conditions générales de vente? Donc on va voir plusieurs choses, ce qui est obligatoire, ce qui est facultatif ou ce qui est interdit, et on va devoir faire la distinction entre les professionnels et les consommateurs. Alors, les conditions générales de vente, si vous ne devez en avoir qu'un seul exemplaire, parce que par exemple votre activité pourrait concerner à la fois des professionnels et à la fois des consommateurs. Donc, on le verra plus tard. Les dispositions en matière de droit de la consommation, donc à destination des consommateurs, sont en général plus favorables que celles à destination des professionnels. Et dans le Code de la consommation, qui encadre les conditions générales de vente à destination des consommateurs, il y a des dispositions impératives qui doivent figurer impérativement donc, dans les conditions générales de vente. Donc en général, lorsque vous faites à la fois du professionnel et du consommateur, on recommande de faire un seul jeu de conditions générales de vente avec évidemment toutes les mentions relatives au consommateur
Et par extension, elles vont s'appliquer aussi aux professionnels qui vont disposer donc de conditions plus favorables que s'il y avait eu des conditions générales de vente qui leur étaient applicables qu'à eux. Après, si vous avez vraiment deux segments de clientèle que vous pouvez différencier de manière claire, vous pouvez aussi avoir deux exemplaires de conditions générales de vente à fournir suivant la personne auprès de laquelle vous commercialisez vos produits ou vos services. Souvent, la question qu'on se pose, c'est comment ça se passe lorsque, notamment entre professionnels, vous avez des conditions générales de vente et vos acheteurs, eux, ont des conditions... Ah, couper les portables. Les conditions, donc vos acheteurs, eux, ont des conditions générales d'achat. Alors, si les dispositions relatives aux professionnels se trouvent majoritairement dans le code de commerce et celles relatives aux consommateurs se retrouvent majoritairement dans le code de la consommation, on a une disposition plus générale qui est dans le code civil qui prévoit que, donc, d'une part, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet sur l'autre que si elles ont été portées à sa connaissance et qu'elle les a acceptées, ce sont les points qu'on vient de voir, et qui prévoit aussi et surtout qu'en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une ou l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des conditions générales de vente, que votre partenaire a des conditions générales d'achat et que certaines dispositions en fait, rentrent en contradiction, elles ne s'appliquent ni pour l'un ni pour l'autre. À charge pour vous de rédiger sinon vos conditions générales de vente de manière à ce qu'elles prévoient qu'elles prennent le pas sur des conditions générales d'achat. On inclut de manière assez régulière dans des CGV pro que une formule standard qui prévoit qu'en cas de conditions générales d'achat, les conditions générales de vente prévalent sur toutes les dispositions qui apparaîtraient contradictoires. Donc après, c'est forcément une question d'équilibre et de savoir si l'acheteur, en fait, il faut que vous démontrez que l'acheteur a accepté vos conditions générales et donc a accepté que ces conditions d'achat ne prévalaient pas. Donc après, c'est une question de preuve entre les parties, mais ce sont des mentions à toujours bien prévoir dans ces conditions générales de vente pro. Le Code civil prévoit aussi que, en cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, ce sont les secondes qui l'emportent sur les premières. Donc, ça veut dire que là, on est en train de parler de conditions générales de vente, mais vous pouvez aussi, suivant les produits, suivant les catégories d'acheteurs ou suivant les services, avoir des conditions particulières de service. Si dans les conditions particulières, vous avez prévu des dispositions dérogatoires par rapport aux conditions générales de vente, ce seront toujours les conditions particulières qui s'appliqueront par préférence aux conditions générales, puisque forcément, plus c'est spécifique, plus ça va prendre le pas sur les conditions générales. Bien évidemment, les conditions particulières ne sont pas obligatoires. Donc là, c'est vraiment suivant l'activité que vous avez, que vous pouvez juger si vous avez besoin de faire des conditions particulières de vente suivant une catégorie de produits par exemple ou une catégorie de services. Alors, puisqu'il faut distinguer conditions générales de vente professionnelles et particuliers, quelles sont les clauses qui doivent impérativement figurer dans les conditions générales à destination des consommateurs d'abord? Alors, vous avez une liste qui figure à l'écran d'un certain nombre de mentions qui sont obligatoires et qui doivent impérativement donc être figurées dans vos conditions générales de vente pour pouvoir être valables. Donc, vous avez d'abord évidemment les caractéristiques essentielles du bien ou des services que vous proposez. Vous devez expliquer ce que vous vendez, à quoi s'appliquent les conditions générales de vente, quels sont les types de produits que vous proposez, quels sont les types de services. Vous devez prévoir les clauses de livraison, détail des prix et frais de port, puisque notamment ça s'applique dans la vente à distance. Et puis vous avez alors attention, on en parle souvent du droit de rétractation pour les consommateurs.
Bien évidemment, ça doit figurer de manière impérative dans des conditions générales de vente à destination de consommateurs, mais attention, ça ne s'applique que pour les opérations dites à distance et hors établissement. Par exemple, un commerçant dans un commerce de proximité, qui vend quelque chose avec un client qui vient acheter, je pense, au boucher, au boulanger, n'importe quel commerçant de proximité, le droit de rétractation ne s'applique pas. C'est quand la vente est faite à distance. Par exemple, une vente faite sur Internet auprès d'un commerçant en ligne, c'est une vente à distance. Une vente, vous avez un commercial qui vient vous vendre un canapé en sonnant chez vous et qui en fait est un commercial d'un magasin à l'extérieur de la ville. C'est un contrat dit hors établissement. Le droit de rétractation s'applique aussi de manière automatique. Et donc, il faut impérativement avoir la mention de la présence de ce droit de rétractation. On verra les sanctions plus tard, euh, lorsque les mentions obligatoires ne figurent pas dans vos conditions générales de vente, parce qu'évidemment, quand je dis que c'est obligatoire, c'est forcément qu'il y a une sanction, parce que ce qui n'a pas de sanction n'est jamais très contraignant. Donc le droit de rétractation, c'est 14 jours à compter de la signature du bon de commande. Vos conditions générales à destination de consommateurs doivent également comporter toutes les garanties, les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du contenu numérique. Ça, c'est une disposition qui résulte d'un décret récent de juin 2022, puisque vous avez eu une extension récente sur la garantie, on verra plus tard, mais la garantie légale de conformité qui est étendue aux produits et services numériques, c'est-à-dire aux produits qui ont une forme dématérialisée, qui ne sont pas forcément physiques. Donc vos conditions générales de vente doivent prévoir quelles sont les garanties. Donc ça, c'est la garantie légale de conformité s'applique au contenu numérique, les fonctionnalités des produits numériques que vous vendez, la compatibilité et l'interopérabilité, notamment lorsque vous vendez des logiciels. Il faut que les conditions expliquent comment assurer l'interopérabilité de ces contenus numériques. Et puis vous avez aussi une autre clause qui est obligatoire, qui est l'indication que le consommateur a le droit de faire appel en cas de difficulté au médiateur de la consommation. Vous avez aussi l'obligation d'indiquer le barème des prix que vous utilisez. S'agissant des frais de retour, vous devez indiquer qui a la charge des frais de retour, sinon c'est impérativement à la charge du professionnel. Vous devez impérativement aussi avoir une clause sur les données personnelles. Alors, on y pense moins quand c'est une vente physique, quand c'est pas une vente en ligne, mais lorsque vous traitez une commande pour quelqu'un, forcément, vous allez traiter des données personnelles. Son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone éventuellement, son email. Donc, vos conditions générales de vente doivent montrer que vous respectez le règlement général sur la protection des données et vous devez donc expliquer à quelle fin vous utilisez les données personnelles, combien de temps vous les conservez, comment elles sont conservées. Il y a une clause à rajouter qui est en fait l'extension de votre politique de confidentialité et de la manière dont vous traitez au sein de votre commerce les données personnelles de vos clients. Donc la clause RGPD, si jamais vous n'avez pas mis vos conditions générales de vente à jour depuis l'entrée en vigueur en 2016 du RGPD, eh ben, n'hésitez pas à rajouter une clause et à mettre à jour vos CGV. Voilà pour les clauses impératives de manière large. Et comme je le disais tout à l'heure, depuis un décret du 29 juin 2022, j'ai fait une slide et un focus spécifique sur ce sujet parce que cette disposition, elle est applicable depuis le 1er octobre. Donc c'est relativement récent, ça fait un mois que c'est en vigueur, et la plupart des commerçants n'ont pas encore mis à jour leur CGV pour tenir compte de cette modification réglementaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir du décret du 29 juin 2022? Il y a, donc, je l'ai dit, une extension, enfin en tout cas c'est matérialisé cette fois-ci dans un texte, de la garantie légale de conformité pour les biens et les services numériques.
euh, la garantie légale de conformité, c'est quoi? C'est lorsque vous achetez un produit, alors mettons que c'est pas un produit dématérialisé, mais un produit, vous achetez un lave-linge, la garantie légale de conformité, elle couvre en fait tous les aspects euh, d'utilisation, de conformité, d'usage du bien que vous avez acheté. Pour les services numériques, cette garantie légale, elle va s'appliquer aussi. Ça veut dire que, alors les exemples qui sont souvent donnés dans les textes, c'est par exemple euh, des chaînes de télévision. Quand vous achetez un bouquet de chaînes de télévision, la garantie légale de conformité, elle va comprendre le fait que vous avez bien toutes les chaînes et que c'est bien conforme à ce que vous avez acheté. Mais par exemple, moi j'ai dans mes clients euh, des, des commerçants qui vendent des livres dématérialisés, des livres en PDF. Donc la garantie légale de conformité, elle va s'appliquer sur ces PDF-là et donc il appartiendra au commerçant, au client, de garantir que le PDF qui est fourni comme livre numérique est conforme à ce qui a été acheté. Donc la garantie légale de conformité, aujourd'hui, elle s'applique aussi pour les biens et les services numériques. Donc ceux qui n'ont pas mis à jour les conditions générales de vente à destination de consommateurs, c'est le moment de le faire parce que les dispositions elles sont applicables. Euh, le décret prévoit également que les modalités de mise en œuvre de la garantie légale doivent faire l'objet d'un encadré. Ça, c'est des petites particularités en matière de CGV à destination de consommateurs. Vous avez toutes les dispositions qui parlent de la garantie des vices cachés, qui parlent de la garantie légale de conformité, doivent figurer dans un encadré. Ça doit vraiment être matérialisé par un trait qui entoure la disposition. Donc, si ce n'est pas le cas dans vos CGV, rajoutez-le, sinon vous n'êtes pas en conformité avec les dispositions réglementaires et vous encourez donc des sanctions. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas mettre dans des conditions générales de vente? Il y a des clauses qui sont évidemment interdites. On ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dans des conditions de vente et sont interdites les clauses qui sont considérées comme abusives. Et c'est quoi une clause abusive? Une clause abusive, c'est une clause qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Donc, lorsque ça crée un déséquilibre qui est tel que manifestement ça porte préjudice notamment aux consommateurs, dans ce cas-là, la clause devient inapplicable. On verra tout à l'heure des exemples de clauses qui sont limites mais qui ont été acceptées. Par exemple, ont été considérées comme inapplicables des clauses qui imposent, par exemple, un minimum de prix de revente. Voilà, les clauses interdites sont celles qui créent de manière générale un déséquilibre significatif entre les parties. S'agissant des CGV entre professionnels, alors là, il y a un petit peu plus de souplesse, même s'il y a un certain nombre de clauses qu'il faut faire figurer dans ces CGV, puisque des CGV, même entre professionnels qui sont incomplètes ou qui n'ont pas été communiquées, encourent des sanctions d'amende notamment. Donc, dans des conditions générales de vente entre professionnels, vous devez faire figurer les conditions de vente, les barèmes de prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. Vous devez faire figurer le mode de calcul des pénalités de retard et des conditions de règlement, et la méthode de calcul du prix ou du devis détaillé, notamment si le prestataire le demande. Donc ça, ce sont les clauses qui sont impératives. Il y a un ensemble de clauses qui sont facultatives, mais souvent recommandées, à adapter en fonction de votre activité. Alors, vous pouvez de manière facultative afficher les prix en TTC. On recommande de toute façon de toujours mettre en hors taxe en indiquant que la TVA en vigueur s'applique parce que ça évite d'avoir des manipulations et des modifications si jamais la TVA devait changer. Alors, elle n'a pas changé depuis longtemps, mais justement pour éviter d'avoir des clauses qui sont trop anciennes et inadaptées, on met plutôt en hors taxe.
Vous avez une clause qui est intéressante, qui est la clause de réserve de propriété. La clause de réserve de propriété, c'est la clause qui vous permet de conserver juridiquement la propriété d'un bien que vous avez livré à votre client professionnel, mais qui ne vous a pas encore été payé. Donc il arrive qu'un professionnel achète des biens et qu'il ne paye initialement qu'un acompte. Et c'est sur la base de cet acompte que la livraison intervient. Cette clause de réserve de propriété, elle peut être également très intéressante, notamment en cas de procédure collective de votre client. C'est-à-dire que si votre client vous passe une commande, vous paye un acompte, récupère le matériel, et d'un coup tombe en procédure collective, c'est-à-dire demande le bénéfice d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, voire même d'une liquidation judiciaire, si vous avez une clause de réserve de propriété, vous pouvez récupérer les biens, puisque juridiquement, ils vous appartiennent. Si jamais cette clause ne figure pas dans vos conditions générales de vente et que vous avez livré le bien en n'ayant été payé que d'un acompte, vous ne pouvez pas récupérer le bien en l'absence de cette clause. Vous aurez uniquement la possibilité de déclarer la créance auprès du mandataire et donc avec des perspectives de recouvrement qui sont tout à fait relatives, puisque ça va dépendre de l'état des actifs. Donc pour se prémunir de ce genre de choses, soyez attentifs à la clause de réserve de propriété qui peut être vraiment très intéressante suivant la nature de votre activité. Vous pouvez aussi rajouter des clauses limitatives de responsabilité. Alors, on le voit notamment, et moi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, surtout depuis, comme la clause suivante d'ailleurs, la clause de force majeure, depuis l'arrivée du Covid-19 et des périodes de confinement et des difficultés qu'il y a eu dans le commerce de manière générale. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les clauses limitatives de responsabilité, notamment sur les livraisons tardives, pour défaut d'approvisionnement par exemple. Vous avez des commerçants qui eux-mêmes ont des fournisseurs qui ont des délais de livraison qui sont extrêmement importants. On l'a connu en matière de matériaux de construction par exemple, mais pas seulement, ça arrive dans plein de secteurs d'activité. Eh bien, le fait de rajouter une clause limitative de responsabilité qui est parfaitement possible entre professionnels va vous exonérer partiellement de pénalités de retard ou de sanctions ou d'annulation de commandes si jamais vous avez une livraison qui est plus tardive que celle que vous avez anticipée lorsque vous avez rédigé vos conditions générales de vente. Pareil pour la clause de force majeure. Alors, la force majeure, c'est celle qui vous exonère du respect de vos obligations si un événement présentant les caractères de la force majeure survient. Là, à vous de pouvoir déterminer ce qu'est un cas de force majeure. On peut le déterminer dans des conditions générales de vente. On peut définir que tel type d'événement constitue un cas de force majeure. Alors, avant l'arrivée du Covid-19, on n'imaginait pas qu'une pandémie mondiale pouvait arriver, donc ce n'était pas forcément inclus dans les conditions générales de vente ou dans les contrats de manière générale. Aujourd'hui, on a plus tendance à y penser. Donc là, pareil, je pense que vous avez eu le réflexe pour ceux qui font du commerce, notamment du commerce national ou international, à penser à ce genre de choses. Mais voilà, ça s'adapte. Les conditions de force majeure, enfin les clauses de force majeure, doivent faire l'objet d'une attention et en général, on recommande de les mettre dans des CGV entre professionnels. Vous avez aussi une possibilité de rajouter les conditions dans lesquelles la résiliation du contrat peut intervenir. Et puis, vous pouvez aussi, parce que vous êtes entre commerçants, ce qui n'est pas possible avec destination de consommateurs, prévoir une clause attributive de compétence, c'est-à-dire choisir, en cas de difficulté, le tribunal qui sera compétent pour connaître des éventuels litiges. Alors, je vais passer assez rapidement parce que ça concerne vraiment des secteurs d'activité très particuliers. Il y a des dispositions spécifiques dans certaines situations commerciales
notamment lorsque vous vendez des produits alimentaires ou des produits agricoles. Dans ce cas-là, il y a des dispositions spécifiques, donc soyez attentifs si jamais vous rentrez dans ces cas particuliers à bien prendre en compte ces mentions qui sont prévues pour ces secteurs d'activité particuliers. Les clauses que je mentionnais tout à l'heure comme étant abusives sont alors à géométrie variable, parfois parce que on peut rédiger des clauses de manière avantageuse, mais rester un petit peu en limite, un peu borderline, afin qu'elles ne soient pas considérées comme abusives. Et donc là, ce sont des exemples qui sont tirés de la jurisprudence, donc vraiment des analyses in concreto de juges lorsqu'ils ont été amenés à, à statuer sur un litige entre deux personnes, une qui se prévalait des conditions générales de vente, une qui disait non, les conditions générales de vente sont abusives, et qui ont donc estimé par exemple que lorsque n'était pas abusive une clause qui comportait qu'une citation d'un article de loi, par exemple, à partir du moment où le consommateur pouvait consulter le texte en entier. C'était notamment le cas dans cette espèce. C'était des conditions générales de vente qui apparaissaient sur un site internet, sur une page, et il y avait certaines clauses où il y avait écrit voire plus, c'est-à-dire qu'on avait une version un peu condensée. Et pour la version élargie, il fallait faire des opérations de clic pour les voir en entier. Et là, dans cette espèce-là, on a considéré que ce n'était pas abusif puisqu'il y avait la faculté pour le consommateur de bien vérifier ce que le texte disait en entier. N'est pas abusif. Alors, donc l'information sur l'existence de conditions générales de vente, alors à destination de consommateurs, doit impérativement être faite de manière écrite et doit être communiquée à chaque fois à chaque consommateur. En matière de commerce entre professionnels, on le verra dans les slides suivantes, c'est un petit peu différent. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'information qui est donnée à l'oral peut être valable, mais si elle est aussi reproduite dans un support durable, puisque bien évidemment, on ne peut pas apporter la preuve de ce qu'on a dit à l'oral, alors que quand on a un support écrit, c'est un petit peu plus facile de rapporter la preuve. N'a pas non plus été considérée comme abusive la clause qui fait supporter la sanction de l'annulation à un consommateur, même lorsque l'annulation ne résulte pas d'une faute du consommateur. Là, ça a été considéré comme non abusif de mettre des, enfin pas des pénalités, mais par exemple de faire supporter le coût de retour des frais de livraison au consommateur s'il annule sa commande. Et puis enfin, ça c'est un arrêt aussi récent, ce n'est pas abusif de imposer au consommateur une heure limite, alors ça c'était en matière de transport, même une minute limite avant le début de la prestation pour se présenter. Alors c'était en matière de transport, il y avait donc une compagnie de transport qui imposait à ses clients d'arriver avant 30 minutes avant le départ. Et faute de quoi la garantie de pouvoir voyager et d'avoir son siège n'était pas assurée. Et ça a été considéré comme non abusif puisque l'impératif était de garantir la sécurité et le respect des horaires de départ. Donc on peut aussi imposer, ce n'est pas considéré comme abusif d'imposer des minutages, notamment dans les prestations de transport. Donc, on parle de communication de CGV. Quelles sont les règles en matière donc de professionnel à consommateur? Donc, l'obligation elle est très stricte. La communication, elle doit se faire obligatoirement, même lorsque le client ne demande pas à voir les conditions générales de vente. Donc, dans tout processus de commande, qu'il soit physique, qu'il soit dématérialisé, les conditions générales de vente doivent être impérativement communiquées au consommateur. Cette communication,
si elle n'est pas assurée, est sanctionnée par des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à 15 000 euros. Il faut aussi assurer l'affichage des prix. Donc là aussi, vous avez une sanction, notamment une amende administrative qui va de 3 000 euros pour une personne physique à 15 000 euros pour une personne morale. Et puis, il y a certaines mentions, alors, qui, si elles ne figurent pas dans les conditions générales de vente qui ont été communiquées, sont également susceptibles d'être sanctionnées. Par exemple, il y a une sanction pour l'absence d'information du consommateur qu'il a la possibilité de recourir au médiateur de la consommation. Et l'absence de mise en place de cette médiation peut être sanctionnée par des amendes qui vont de 15 000 euros pour une personne physique à 75 000 euros pour une personne morale. C'est un petit peu moindre lorsque c'est un contrat à distance. Donc vous voyez que l'obligation, elle est non seulement stricte, mais elle est surtout sanctionnée par des amendes. Alors évidemment, les amendes qui apparaissent à l'écran, c'est des amendes maximales. En cas de contrôle, notamment par la direction départementale de protection des populations, ex-DGCCRF. Mais c'est quand même important d'avoir conscience que si des mentions sont absentes, vous encourez un risque. Au-delà du risque purement d'amende administrative, vous avez surtout le risque de ne pas pouvoir opposer vos CGV aux consommateurs si jamais vous avez une difficulté avec eux. Donc, soyez attentifs à ça. Mettez à jour régulièrement vos conditions générales de vente, puisque les dernières modifications réglementaires, elles datent du mois de juin, applicables depuis le 1er octobre. Donc il faut faire une veille régulière pour maintenir toujours ces conditions générales de vente à jour. En matière de professionnels, enfin de commerce entre professionnels, alors l'obligation, elle est plus atténuée. Il n'y a pas vraiment d'obligation de transmettre systématiquement à son client professionnel les conditions générales de vente, mais il y a une obligation de les transmettre à chaque fois que l'acheteur le demande, ou qu'il y a une convention qui l'impose. C'est important dans ce cas-là d'avoir fait ces conditions générales de vente, parce qu'entre professionnels, parfois on n'y pense pas, mais si c'est demandé, il faut le faire. Et surtout, vous avez la possibilité entre professionnels de faire des conditions générales de vente différenciées suivant les catégories d'acheteurs, parce que vous pouvez avoir différentes catégories d'acheteurs, petits comptes, grands comptes, etc. Vous pouvez avoir des conditions générales qui diffèrent selon les catégories d'acheteurs. De manière d'ailleurs très récente, un arrêt de la Cour de cassation de septembre 2022 est venu indiquer que lorsque vous appliquez des conditions générales de vente de manière erronée en fonction de la catégorie d'acheteur, ça revient à un défaut de communication des conditions générales de vente et donc susceptible d'une amende et donc l'engagement de la responsabilité du professionnel. Quelques mots maintenant sur les spécificités en matière de e-commerce, puisque évidemment le commerce physique et le commerce en ligne sont soumis à des dispositions similaires, mais de par la nature dématérialisée du commerce électronique, il faut faire attention à un certain nombre de choses. La première, c'est sur l'acceptation des conditions générales de vente. Dans un site de vente en ligne, vous devez vous assurer que le client, qu'il soit professionnel ou consommateur, accepte les conditions générales de vente si vous voulez leur appliquer, mais vous ne devez pas précocher la case. La case doit faire l'objet, c'est comme le fait de matérialiser une signature sur un papier, il faut impérativement qu'il y ait cette action de cocher pour que cela signifie que le client en a pris connaissance. Il faut aussi accompagner cette case d'une phrase claire. Cocher cette case emporte connaissance et acceptation des conditions générales de vente et fournir un lien qui permet de cliquer et d'ouvrir et de prendre connaissance des conditions générales de vente. Attention aussi en matière de e-commerce, vous avez une obligation, enfin plutôt une interdiction de faire du one-click, c'est-à-dire que pour vendre en ligne, il faut
une nécessité de double clic. Il doit y avoir d'abord la sélection du bien, puis un récapitulatif et la commande doit se matérialiser par un deuxième clic. Les ventes en un seul clic ont été sanctionnées. Donc, dans votre processus d'élaboration de votre site de vente en ligne, prévoyez bien d'abord la sélection du produit, ensuite le récapitulatif qui permet de passer commande. Dans le secteur du e-commerce également, vous avez des dispositions particulières qui peuvent s'aménager, notamment en matière de vente de produits numériques. Lorsque vous vendez des produits numériques, par exemple, je reprends mon exemple de livres en PDF. Le PDF, à partir du moment où il est acheté, il est consommé. Donc vous pouvez exclure le droit de rétractation, même lorsqu'il s'agit de conditions générales de vente à destination de consommateurs. Le droit de rétractation doit être matériellement possible. Or, lorsque vous avez acheté un PDF, ou vous avez vendu plutôt un PDF, la personne, une fois qu'elle l'a enregistré sur son ordinateur, vous n'avez aucun moyen de faire en sorte de lui faire supprimer. Donc dans ce cas-là, vous pouvez indiquer que le droit de rétractation ne s'applique pas. Donc ça, c'est un élément qui est important, notamment pour tout ce qui est commerce de biens dématérialisés, où vous ne pouvez pas avoir, de retour en réalité d'une copie numérique. Donc voilà, on arrive au bout de notre présentation. Donc pour conclure sur les conditions générales de vente et la sécurisation de ces relations commerciales, donc les CGV, elles doivent être claires, compréhensibles et communiquées d'office quand c'est obligatoire ou quand un acheteur le demande. C'est ce qu'on vient de voir, l'obligation de communication. Il faut s'assurer qu'elles ont bien été lues et comprises, parce qu'en réalité, si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas vous en servir. Et puis, il faut faire attention à toutes les mentions qui sont obligatoires et celles qui sont interdites. Attention à ne pas les faire figurer. Pensez à adapter, grâce aux clauses facultatives, vos conditions générales de vente par rapport à votre activité propre. L'objectif de tout cela, c'est d'assurer une protection du commerçant. L'objectif, c'est de préserver votre activité et donc de vous protéger. Donc ça doit faire l'objet d'une attention toute particulière. N'oubliez pas que les CGV, je l'ai dit à plusieurs reprises, elles évoluent dans le temps. Enfin, les dispositions législatives et réglementaires, elles évoluent dans le temps. On a eu quand même plusieurs lois et plusieurs décrets, notamment depuis la loi Hamon de 2004, qui sont venus apporter des modifications sur les dispositions législatives qui s'appliquent et réglementaires. Donc les CGV, ça s'adapte, ça se travaille, ça doit faire l'objet d'une veille, peut-être annuelle ou tous les 2 ans, pour s'assurer qu'on est conforme non seulement aux dispositions légales, mais aussi à sa pratique commerciale, parce qu'on peut vouloir faire évoluer sa pratique commerciale, et dans ce cas-là, il faut que les CGV soient le reflet de cette politique commerciale. On arrive au bout de notre présentation. Je vous remercie de votre attention et je suis à disposition s'il y a des questions.